Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur le mercato du PSG avec un dossier qui s'est refermé aujourd'hui en défense centrale, on commencera par là, et ensuite on parlera de Xavi Simons et Désiré Doué dont les avenirs respectifs sont bien sûr liés entre le Bayern, le PSG et le Stade Rennais, feuilleton dont on espère la fin la plus proche avec deux offres allemande et française du PSG qui se rapproche des exigences du Stade Rennais et Xavi Simons, un espèce de revirement de situation entre guillemets puisque ce serait plus le Bayern mais Leipzig qui tiendrait la corde pour le reprendre dans le même format que la saison passée. Bref, commençons avec Dean Howson, l'espoir espagnol, aussi néerlandais, prêté à la Roma sur les 6 derniers mois mais qui appartient à la Juventus de Thiago Motta qui ne l'a pas convié à leur tournée estivale, qui demandait à la base, c'est du moins ce qui filtrait dans les médias, 30 millions d'euros, et bien au final, ils ont revu leur exigence à la baisse de 10 millions, et lui aussi en matière de projet sportif, puisque visiblement, alors, on a parlé avec lui, c'est vrai que c'est un profil que Luis Enrique a probablement validé, puisque c'est assez proche de Beraldo, un joueur déjà pas fini, voilà, dont Luis Enrique va pouvoir faire un peu ce qu'il veut, entre guillemets, le modeler un petit peu à son avantage dans le système, avec une très bonne qualité technique de relance, ambidextre, capable de jouer sur les deux côtés de la charnière centrale. Pas vraiment d'appétence pour le duel, pas très rapide, du fait d'une énorme taille, 1m97, mais dans tous les cas, on voit ici l'exemple parfait des médias qui s'excitent en fait. Alors, je parle même pas des insiders sur Twitter qui nous annoncent à chaque fois qu'il y a un nom qui sort que c'est bouclé, voilà. Et puis quand la pièce tombe du bon côté, bah ça y est, ils ont tout vu, c'est les prophètes. Non, je parle des médias italiens qui eux, bon, comme d'habitude, avec Osimhen, pas plus tard qu'il y a 2 jours, s'enflammaient. Et sur Howson, pareil, hein, on nous annonçait un deal bouclé. Au final, il n'en a rien été et le PSG n'a même pas fait d'offre. Bien sûr, on a discuté avec le joueur, on lui a présenté le projet, mais finalement, on n'a même pas fait de proposition à la Juventus. Et aujourd'hui, here we go de Fabrizio Romano pour Bournemouth, donc club anglais, pardonnez-moi de l'accent terrible, absolument désastreux. Mais voilà, club de seconde moitié de tableau, Première Ligue. Au début, le joueur voulait prendre son temps sur le projet. Il était content de voir le PSG. Le Bayer Leverkusen aussi de Xabi Alonso s'intéressait à lui, mais au final, le temps passait et il va retrouver le directeur sportif qui l'avait fait venir à la Roma cet hiver, Thiago Pinto, qui est un jeune directeur sportif, je crois, de 36 ou 39 ans, qui donc officie actuellement à Bournemouth. Et donc, il va y aller pour 18 millions plus 2 de bonus et un pourcentage à la revente pour la Juventus de Turin. Donc voilà, un prix qui est loin des exigences initiales de la Juve, mais c'est pas pour autant qu'un gros club s'est positionné. Déjà, on parle d'un joueur dont son club actuel, la Juve, le pousse vers la sortie pour financer Jean-Claire Todibo. Le PSG, finalement, s'est un peu rétracté. Le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Moi, quand j'avais vu que Xabi s'y intéressait, je me suis dit, bon, c'est un peu rassurant de voir voilà, ce genre de club qui travaille plutôt bien s'intéresser aux joueurs qui nous intéressent aussi. Mais au final, c'est assez éloquent de voir qu'aucun des clubs n'est allé au bout. Bien sûr, on a un joueur qui n'est pas encore fini, voilà, qui te coûte des buts si tu le mets dans le 11 tout de suite. Bien sûr, avec une grosse marge de progression. Moi, personnellement, il m'intéressait avec son profil, voilà, capable d'alterner jeu long, jeu court, ses capacités techniques, voilà, dans les airs, même si parfois quelques défauts quand les attaquants sont un peu athlétiques. Malgré ça, d'abord d'un point de vue tactique, j'aurais préféré un joueur avec une plus grande appétence pour le duel, et d'un point de vue projet, un joueur un peu plus confirmé, même si bien sûr en termes de salaire et même d'indemnité de transfert, ce genre de joueur, c'est bien sûr une autre galaxie. Après Lenny Yoro qui était donc la priorité, sur qui on a mis 45 millions selon Loïc Tanzi, Dean Howson. Maintenant, on attend le prochain nom qui va filtrer, parce que c'est vrai que là, en défense centrale, c'est le désert. Ça s'accélère au poste de numéro 9, au poste d'ailier. Bon, au milieu, on attend la fin des négociations avec Benfica pour João Neves, mais visiblement, l'offre de 60 plus 10
devrait être accepté. Ça parle d'un salaire de 5 millions pour João Neves avec des bonus allant jusqu'à 8 millions selon les médias portugais. Voilà. Donc 5 millions fixes, c'est pas trop mal. Après, à voir si les bonus sont facilement atteignables parce que 8 millions, ça commence à faire. Ça commence à faire, mais 5, disons que c'est bien. Donc pour revenir à la défense, c'est vrai que on a hâte de voir le prochain nom. Est-ce qu'on va relancer le dossier Tapsoba du Bayer Leverkusen? Je sais pas trop où le Bayern en sont avec parce que il est déjà au Leverkusen et donc s'il le laisse partir au Bayern, bien sûr que Tapsoba, ce sera mort pour nous. Mais au final, le Bayern, ils ont recruté à fond Ito, notamment le japonais de Stuttgart, Olise, Palinha, et aujourd'hui ils nous disent, en fait, l'argent il tombe pas du ciel. Voilà, ils se rendent compte que pour acheter, il faut vendre, et notamment en matière de masse salariale, ce qui est problématique pour eux aujourd'hui puisqu'ils n'y arrivent pas vraiment. Donc peut-être Tapsoba sera relancé parce que dans l'info qui a filtré il y a un mois, il était dit que le joueur et son agent aimeraient venir à Paris. Et surtout, on s'est intéressé déjà cet hiver. Voilà, moi, je vois bien Tapsoba revenir, peut-être un Upamecano à un moment donné, même si ça semble être De Ligt qui est poussé vers la sortie en défense du côté du Bayern. Bon, s'ils ont une offre pour Upamecano mais pas pour De Ligt, ce sera le Français qui partira. Je crois que Manchester continue à négocier pour De Ligt malgré la signature de Lenny Yoro. Ça m'a un peu surpris. J'ai lu, alors je crois que j'ai lu, c'était Plettenberg que j'ai vu. C'est pas le plus fiable. 40 millions qu'ils auraient proposé, mais le Bayern en attend plus pour De Ligt. Bon bref. Donc nous, c'est vrai que jusque-là, les profils, c'était un joueur très jeune, limite pas fini, à qui tu vas donner donc un petit contrat, une indemnité de transfert plus ou moins élevée bien sûr, si on s'était positionné sur Euro, tout est relatif. Est-ce qu'on va continuer sur ce profil type ou est-ce qu'on va se repositionner, comme je le disais, sur des joueurs un peu plus référencés? Et sans parler de la défense centrale, se pose aussi la question du défenseur hybride, capable de suppléer Hakimi, jouer dans l'axe, voire sur le côté gauche aussi, qu'il faut selon moi absolument pas délaisser. Gertruida, ça fait quand même 3 semaines qu'on n'a aucune nouvelle, là, le néerlandais. Alors il est en vacances, je crois qu'il s'est affiché sur les réseaux sociaux aux côtés de Xavi Simons. Alors à voir si Xavi lui a fait notre pub. Peut-être que pour la défense centrale, on a eu des bonnes nouvelles directement du campus. Alors, peut-être pas avec Lucas Hernandez, parce que lui, ça vise un retour début 2025. Mais là, je parle de Presnel Kimpembe, qui a repris l'entraînement collectif il y a 2 jours. Il y a eu un article du Parisien cet après-midi pour nous dire que il répand la bonne humeur. Voilà, il est content, il intègre bien les nouveaux. Et puis, il s'entraîne sans aucune gêne et il pourrait peut-être postuler à reprendre la compétition au mois d'août. Donc évidemment que c'est une recrue, Presnel Kimpembe, sachant que ça fait 2 ans qu'on l'a pas vu. Alors il y a des grosses questions sur le niveau, le plafond de verre qu'il va aller chercher en revenant. Alors déjà la question de la rechute et ensuite s'il enchaîne, est-ce qu'il va être capable de retrouver le niveau qu'il avait eu à son prime avant ses blessures? Ça me paraît quand même aujourd'hui une grosse inconnue. Ce qui est intéressant, c'est que dans le Parisien, il est dit aujourd'hui que Kimpembe traînait des blessures depuis l'Euro 2021, qu'il ne soignait pas vraiment, et qu'au final, on en est venu à cette rupture du tendon d'Achille face à Marseille, avec un retour précipité, rappelez-vous, au mois de février. Tout ça indique que dans ce secteur, et plus généralement avec les joueurs, faut pas tirer sur la corde. Voilà, on l'a vu avec Lucas Hernandez cette saison. Il a tiré et puis au final, ça a pété. Même si c'est vrai que ça a pété plus tard que je ne l'aurais pensé. C'est vrai, parce qu'il a quand même fait toute la première moitié de saison en jouant quasiment tous les matchs. En deuxième partie de saison, il y avait plus de gestion, notamment une non-titularisation au match aller face à la Real Sociedad en Ligue des Champions. Mais voilà, là-dessus, j'ai totale confiance en notre staff pour faire reprendre progressivement Presco. Voilà. Bon, tout ça pour dire que à la limite, dans l'axe, numériquement, au moins, t'es bien. T'as des inconnus. Danilo, Skriniar sur leur niveau, Lucas Hernandez, Kimpembe sur la question physique, voilà, leur capacité à enchaîner, et Hernandez sur l'impossibilité de l'avoir sur toute la première partie de saison. Mais voilà, c'est vrai qu'on est plutôt bien numériquement. Là où je suis inquiet, c'est pour doubler Nuno Mendes et Achraf Hakimi. Et plutôt Nuno que Achraf, parce que du côté d'Achraf, il y a Zag. Que Luis Enrique considère. Bon, là, il a le paludisme pendant 10 jours, mais Luis Enrique le considère. Mukiele, en fait, on l'a proposé partout, personne en veut, parce qu'on lui donne, lui, pour le coup, 8 millions de salaire, et il est très bien, voilà, il va en boîte de nuit, il est tranquille.
Et au final, il est toujours pas parti. Voilà, il est toujours pas parti. Et cet hiver, on voyait donc, alors, c'était plutôt une question de format avec le Bayern. On a été intransigeant, on demandait 25 millions minimum, et au final, aujourd'hui, on est la queue entre les jambes. Et retenez ça quand on parlera de Manuel Ugarte en fin de vidéo. Bref, donc c'est vrai que ce poste de latéral gauche a doublé. Bon, vous me direz, les remplaçants, les joueurs qui sont voués à jouer dans la rotation, c'est plutôt les opportunités de marché que tu fais en fin de mercato, quand tu as bouclé tous tes dossiers prioritaires. Je serais d'accord avec vous, sauf que là-dessus, on peut dire la même chose des départs. Carlos Soler, Renato Sanchez, Juan Bernat, Mukiele qui sont toujours dans l'effectif et dont on peut dire la même chose, à savoir, bon, bah, les clubs vont attendre la fin du mercato, quand ils n'auront pas d'autres solutions, quand ils voudront nous plumer le plus possible et payer le moins cher possible avec ce genre de joueurs. Et à ce moment-là, il faudra pas être surbooké, voilà, et en oublier un recrutement, parce que ça peut être fatal. Surtout que même sur les priorités, on sait que le PSG à chaque fois a des dernières journées de mercato un peu folles. Milan Skriniar en 2022, Kolo Muani en 2023, Hakim Ziyech au mercato d'hiver où voilà, tu t'y prends tellement tard. Alors le problème c'est Chelsea qui fait la mauvaise paperasse, mais si tu l'avais fait un peu plus tôt d'une semaine, peut-être que tu n'aurais pas eu ces problèmes ou que tu aurais eu le temps de les régler de toi-même plutôt que de t'intéresser aux joueurs à 48 heures de la fin du mercato. Donc voilà, c'est vrai que là-dessus, plus le temps passe, plus je suis un petit peu inquiet. Ensuite, parlons un peu de Nico Williams. Nico Williams, parce que bien sûr, c'est un joueur qui est en vogue, qui sort d'un très bel Euro, belle saison avec Bilbao. Et les médias espagnols parlent de nous en disant que le Barça a peur d'un potentiel danger du PSG qui aurait les liquidités nécessaires pour le salaire, pour la clause libératoire et tout ça. Bon, aujourd'hui, c'est Mundo Deportivo qui continue à dire qu'on est dessus. Je vous invite à être très prudent vis-à-vis d'un potentiel storytelling. Alors, en France, on a des médias qui sont à la solde du club, tu vois. L'équipe, typiquement... attends, on est quel jour ? On est jeudi. L'offre, c'était hier pour Doué. Donc, mardi soir, dans l'équipe, on a un article comme quoi le PSG ne veut plus surpayer sur Désiré Doué. Voilà, ça y est, maintenant, on arrête de surpayer. Moins de 24 heures après, dans le même journal L'équipe, on lit que le PSG a fait 60 millions. Et au final, aujourd'hui, on a même un article qui dit que le PSG fait des concessions financières aux joueurs et au club du Stade Rennais parce qu'on veut absolument pas louper cette opportunité de marché des transferts. Donc, on a 3 articles coup sur coup qui montrent un certain retournement de veste. Alors, du côté du média, on peut accuser, bien sûr, on peut accuser les journalistes. Mais les journalistes, ils reprennent des éléments de langage qui leur sont fournis par des gens qui gravitent autour du club. Des salariés, je sais pas, des intermédiaires, peut-être. Des mecs qui sont là pour gratter leur commission, j'en suis quasiment certain, mais des gens qui touchent au club, qui touchent à l'environnement parisien. Et donc ça, c'est problématique. Mais on s'en plaint sur la chaîne. Vous le savez, hein, on les débusque, hein, tous les journalistes qui sont porte-parole de Nasser, machin chouette, mais on n'est pas au niveau du Barça avec les journalistes catalans, Sport, Mundo Deportivo et tout ça. Et là-dessus, on peut s'estimer heureux, parce que là-bas, c'est une dinguerie comment ils sont à la solde de Laporta, qui fait miroiter aux supporters, machin. On se positionne sur tous les joueurs un peu bankable qui sont sur le marché, qui font l'objet d'intérêt. Le Barça est dessus, le joueur est intéressé. Ah là là, regardez, on intéresse tout le monde. Et puis au final, on se retrouve avec des solutions un peu low cost. Ou alors, chaque été, ils font un effort sur un joueur. Peut-être que là, sur Nico Williams, ils vont le faire. Moi, je pense, tu vois. Plus sur Nico que sur Dani Olmo. Mais bon, dans tous les cas, on sait très bien qu'il n'y a pas de liquidité, que Laporta vit essentiellement de sa communication rudement bien menée, avec la complicité des médias catalans qui sont vraiment à la solde du club. Je compatis pour une fois avec les supporters du Barça parce que ça doit être très difficile de démêler le vrai du faux dans tous ces médias qui sont vraiment les esclaves du club, les lèche-bottes du club. Bon bref, dans tous les cas là, associer le PSG à Nico Williams, évidemment, ça nourrit un certain storytelling, puisque s'ils font l'effort de le recruter, ils nous diront il a préféré le Barça, l'institution, le club historique, à l'argent, les pétrodollars du Qatar. Donc là-dessus, faites très attention. Par contre, toujours en Espagne, il y a un article qui est intéressant. Du côté de Sport, alors média pas très fiable, mais qui parle de Moscardo. Alors allez savoir pourquoi. Peut-être que c'est une source proche de Luis Enrique qui l'a dit, puisque on y voit plus clair sur Gabriel Moscardo, parce qu'il serait du coup, selon ce média, selon cet article, en période d'évaluation par le staff
qui regarde un peu ce que vaut le joueur, et ensuite Luis Enrique va trancher avec sa direction sportive. Ce qu'on y apprend, c'est que sur la table, il y a le garder, l'inclure dans la rotation, mais aussi le prêter. Voilà, s'il voit que le joueur a besoin de s'acclimater au football européen ailleurs qu'au PSG, ils le prêteront. Et aussi en cas de non-vente de Manuel Ugarte, parce que ce serait un peu bouché. Donc ça, c'est très intéressant, cette possibilité de voir Moscardo prêter. Moi, c'est un joueur que j'ai hâte de voir, voilà. Même si, attention, il faut prendre toutes nos précautions. On parle d'un joueur qui a même pas 90 minutes en cumulé de temps de jeu sur l'année civile 2024. Il revient d'une longue blessure qui lui a coûté 6 mois et bien sûr, je pense qu'il va falloir du temps pour le voir au top de sa forme et bien sûr voir une montée en puissance physique. Alors, le club a fait une vidéo hier où on le voit parler français parce que ça fait 6 mois qu'il l'apprend. C'est très bien, c'est très bien. Moi, je ne jugerai pas un joueur qui dit ça, d'un côté comme de l'autre en fait. Je ne serai pas aveuglé parce que le joueur parle français. Ça ne témoigne en rien de qualité footballistique parce que c'est ça qui m'intéresse. De l'autre côté, je ne vais pas l'enterrer parce que le mec fait l'effort de parler français et tout ça. Je me situerai dans aucun des deux camps. Juste, je note que le PSG, depuis les épisodes Neymar, et plus globalement les Sud-Américains qui parlaient moyennement français, on insiste vraiment sur les joueurs hispanophones, lusophones, qui apprennent le français. Je me souviens aussi d'une vidéo de Carlos Soler où il essayait de parler français l'année dernière. Donc voilà, il y a une espèce de propagande de la part du club là-dessus. Passons à Xavi Simons, puisqu'aujourd'hui, Leipzig tiendrait la corde pour le faire revenir. Alors au début, on parlait du Bayern, mais typiquement, je crois que là encore, on a des médias qui se sont excités pour pas grand-chose. Au final, est-ce que le PSG a reçu une offre du Bayern? On n'en est même pas sûr en fait. Et aujourd'hui dans le Parisien, là, juste avant que j'enregistre, je lis, le Bayern n'était pas prêt à aller au-delà de 60 millions sur Xavi Simons. Ah bah on est quand même très loin des 90, 100 millions qu'on nous faisait miroiter dans les médias depuis des semaines. Voilà. Donc aujourd'hui, ce serait Leipzig qui n'a jamais été vraiment mis de côté. Reprenez une vidéo que j'ai fait il y a 15 jours, 3 semaines où je vous disais, les gars, je n'enterre pas Leipzig. Par contre, ce qui me surprend, c'est le format, parce qu'on repart sur un prêt sans option d'achat, machin. Donc en gros, la même formule que la saison dernière. Et on se dit du coup, tout ça pour ça. 2 mois de feuilleton pour qu'ils repartent sur la même année et nous, sans prendre notre billet qu'on attendait. Même si, pareil, le PSV Eindhoven, on sait qu'ils doivent prendre un pourcentage sur un transfert cet été. Mais on ne sait pas combien est le pourcentage. Dans le Parisien, on nous dit 60% cet après-midi, ça me paraît assez énorme, mais globalement, il y a 2-3 petits trucs où c'est très flou. C'est un dossier qui est vraiment maîtrisé, les médias, tout ce qui filtre dedans, c'est parce que c'est voulu. Alors, le fait que Xavi retourne à Leipzig, ça accrédite 2 thèses. La première, c'est que le joueur a toujours dit « je veux du temps de jeu garanti, je veux une place de titulaire ». Donc là-dessus, on ne peut pas l'enlever. À Leipzig, il l'a, plus qu'au Bayern et au PSG. Par contre, ce qu'on peut lui dire en échange, c'est si un jour tu veux t'imposer dans les meilleurs clubs du monde, il faut enlever ce critère. Parce que même à Manchester City, Guardiola te met sur le banc, peu importe ton statut, si t'es pas bon. Donc la concurrence, à un moment donné, fait partie du plus haut niveau. Voilà. Deuxième thèse. Leipzig, c'est pas le PSG, c'est pas le Bayern. Si tu reviens au PSG, si tu signes au Bayern, c'est dans le cadre d'un contrat de 5 ans qui fait que dans 2 ou 3 ans, si tu veux partir, probablement les clubs ne voudront pas et t'es bloqué. Leipzig, c'est un club qui va te mettre une clause libératoire, qui va te laisser un bon de sortie et on sait que le plan initial de Xavi, c'est la première ligue. C'est la première ligue depuis le début. Alors visiblement, il n'y a pas trop d'offres cet été. Peut-être qu'il attend l'été prochain. Moi, je vois comme ça. Mais vraiment, l'année dernière, rappelez-vous, Manchester United voulait mettre 100 millions. Et Loïc Tanzi a dit que s'il n'y avait pas les histoires de pourcentage à reverser au PSV Eindhoven, Xavi serait aujourd'hui à Manchester United. Il y aurait eu un transfert définitif fait dès l'été dernier. Donc voilà. Peut-être que le joueur attend la première ligue au final. Avec à Leipzig la possibilité de partir beaucoup plus facilement à l'avenir. Je lis des supporters du Bayern dire « Oui, le joueur a peur de la concurrence ». C'est marrant puisque c'est ce qu'on disait il y a 2 mois sur la chaîne YouTube en tant que supporter parisien. C'est véridique. De l'autre côté, quand tu as fait PSG, PSV, Leipzig sur les 3 dernières saisons, peut-être que tu as envie d'enchaîner une 2e saison dans le même club. Ce qui peut se comprendre de l'autre côté pour Xavi Simons en restant à Leipzig donc cette saison. Voilà. Comme je disais, au final, avec le Bayern, beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Peut-être que les Bavarois n'ont même pas fait d'offre, au final, pour Xavi Simons.
Pour Désiré Doué, par contre, ils ont refait une offre hier à hauteur de 55 millions d'euros avec les bonus. Peut-être que Désiré était le plan B de Xavi Simons, parce que Eberl, le directeur sportif du Bayern, qui avait fait venir à l'époque Xavi à Leipzig quand il était directeur sportif au Red Bull Leipzig, bien sûr qu'il adore Xavi. Bon, ce qui est marrant, c'est que sur le dossier Doué, on est au courant de tout. À la minute près. Rennes fait tout filtrer. Mais vraiment, là, on a un club qui veut jouer la surenchère à fond. Dès que le PSG ou le Bayern a fait son offre, bam, du côté de Rennes, on active les relais français, l'équipe RMC et tout ça, qui ont souvent les exclusivités des offres, qui fuitent dans les 5 minutes. Le PSG, pareil. Derrière, on a proposé plus, 60 millions avec les bonus. On connaît pas la base fixe, par contre. Voilà. Alors, on nous a dit que Nasser a repris le dossier. D'un côté, quand il le fait, c'est souvent peu glorieux. Skriniar, il n'avait pas réussi à le faire signer le dernier jour du mercato en 2022. Kolo Muani, il a repris, il a fait la politique du chéquier en proposant 95 millions et puis au final, c'est une catastrophe industrielle. Donc là, bien sûr, il a repris. Déjà, bon, j'ai envie de mettre un bon point à Nasser parce qu'il est proche de Moussa Sissoko l'agent et là-dessus, c'est plutôt bien qu'il ait repris le dossier. Après, la politique du chéquier, on en pense ce qu'on veut. Je pense qu'on est arrivé à un stade du dossier où, bon, c'est ça qui va parler, quoi. C'est le salaire que tu vas donner aux joueurs. Il y a qu'à voir sur les Nioro, typiquement. Sur les Nioro, on peut faire tout ce qu'on veut, les machins, l'entourage aime l'argent. Bon, à un moment donné, voilà, le joueur est allé au plus offrant. Donc c'est vrai que la politique du chéquier, on peut s'en plaindre. Mais de l'autre côté, Barcola, c'était la politique du chéquier. On va pas se mentir. 50 millions, c'était surpayé pour 6 mois en pro. Kolo Muani, c'était surpayé. Et si tu fais pas Désiré Doué, tu es obligé d'en surpayer un autre dans tous les cas. Parce que c'est le marché aujourd'hui. Donc ces histoires de le club ne surpaye plus, il faut absolument qu'ils arrêtent. Bref. Donc voilà, Ugarte. J'aimerais terminer vite fait sur Ugarte parce que il y a un bruit portugais qui a filtré aujourd'hui comme quoi Manchester étudie des plans B et contacte d'autres joueurs parce que le PSG demande 70 millions pour le milieu uruguayen et Manchester ne veut pas les mettre. D'un côté, c'est vrai qu'ils ont mis cette somme sur Lenny Yoro il y a une semaine. Le transfert de Lenny Yoro, je l'ai défendu dans une vidéo, mais ça reste aberrant en matière de somme, bien sûr. Voilà. Bien sûr, Manchester, ils sont réputés pour être des gros pigeons. Même si là, ils sont à un tournant avec Ineos, machin, Jean-Claude Blanc qui fait l'intérim en matière de directeur général et tout ça. Ils nous ont dit qu'ils avaient que 130, 140 millions de budget. Ils ont recruté un numéro 9 au rabais. Rappelez-vous, l'année dernière, ils prennent Rasmus Højlund pour 80 millions. Là, bon, ils ont été sur Zirkzee à 42 millions et demi. Donc, c'est des recrutements qui sont plutôt intéressants. Il faut noter, Zirkzee et puis Lenny Yoro, c'est quand même plutôt... Enfin, c'est pas mal, quoi. C'est pas Anthony... ou Maguire, quoi. Peut-être qu'il y a une petite amélioration chez eux. Par contre, sur Manuel Ugarte, je ne sais pas trop pourquoi il s'y intéresse. Mais on aura le temps de le développer dans une autre vidéo. Tout ce que je veux dire là, c'est que le PSG demande 70 millions. Donc le PSG veut faire une plus-value sur un joueur qui est en échec sur sa première saison au plus haut niveau. Je ne comprends pas. Je trouve qu'on a des positions un peu trop fermes. Alors d'un côté, vous me direz « Ah ça y est, on est intransigeant, c'est super. » Ok. Mais si c'est pour le 1er septembre me retrouver avec Manuel Ugarte qui pourrit sur le banc et qui au final voit sa valeur marchande baisser à vue d'œil, ça sert à rien. Ça sert à rien. Déjà, si on réussit à retrouver notre mise, à savoir donc qu'il faudrait 60 millions, moi j'aimerais quand même 60 millions. 50, puisqu'en matière d'amortissement, c'est ce qui nous reste à payer comptablement. Mais 70, bon, c'est comme Carlos Soler au mois de juin, quoi. T'as la Real Sociedad qui est prêt dès le mois de juin à recruter Carlos Soler dans le cadre d'un transfert définitif. Ils veulent mettre 12 millions et toi tu leur dis non, 15, plutôt 20. Bon, 12 millions, tu brades, quoi. Bah, allez, c'est fini. Et c'est comme ça que ça va se terminer. C'est comme Mukiele. Ça va être un transfert à l'Alejandro Paredes parce que le salaire est de 8 millions. Tu vas être obligé de vendre le joueur 5 millions ou moins. Voilà. Il n'y a pas de secret. Parce que tu as surpayé en matière de salaire. Bon, là, sur Ugarte, c'est différent. Mais si on pouvait le faire partir dès cet été, je serais quand même content. Et Manchester United me semble être quand même la meilleure piste possible. Peut-être que Chelsea va s'y réintéresser.
même s'ils ont peut-être un certain goût amer suite aux négociations où d'abord Manuel Ugarte nous avait préféré à eux et Nasser les avait menacés. Rappelez-vous qu'avec Chelsea, on n'a pas les mêmes relations qu'avec Manchester. On a le dossier Hakim Ziyech où on avait publiquement révélé leur incompétence et tout le bordel. Je parle de Chelsea. Et bien sûr, le dossier Manuel Ugarte, où on avait fait la fameuse lettre là en disant que ce qu'il faisait avec le Sporting pour payer la clause, c'était illégal. Bref, on leur avait mis un sacré coup de pression qui n'a pas dû leur plaire. Donc, au-delà de Manchester United, je vois personne. Il y avait le Bayern au mois de juin, mais ils ont pris Palhinha. Donc là, maintenant, c'est fini. Il faut absolument essayer de trouver un deal dans le cadre d'un transfert définitif, surtout pas le prêter pour Manchester United et la Première Ligue. Bref, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je n'ai rien contre le joueur Ugarte que j'apprécie, que j'adore. Et en plus, c'est un joueur qui est ouvert au départ. Cette saison, il n'a pas triché. Il a eu une très bonne mentalité. Quand il était sur le terrain, il a toujours tout donné. Il s'est pas plaint. Il n'a pas fait de déclaration de travers, machin chouette. Il n'a jamais été dans des histoires extra sportives. Donc, si le mec veut du temps de jeu, veut changer d'air, veut changer de projet parce qu'il n'a pas la confiance de l'entraîneur à Paris et que nous, en tant que supporters, on peut rien y faire, on est obligé de faire avec, et ben voilà, laissons-le partir. Bloquons-le pas en demandant 70 millions à Manchester. Bref, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao les amis.